Bonjour à tous. Comme chaque année, je vais vous faire un point sur les projets qu'on renouvelle ou qui sont des nouveautés de cette année. Donc, le réseau inchangé. On est toujours à 12 centres de référence, un labo, 15 associations de patients en partenariat avec 8 sociétés savantes. Ça n'a pas changé depuis maintenant quelques années. Le nombre, par contre, de sites a fortement augmenté suite à la nouvelle labellisation des centres de référence. Donc, on est toujours sur 12 sites coordonnateurs, mais on a augmenté le nombre de sites constitutifs qui aident nos coordonnateurs. Et on a augmenté aussi le nombre de centres de compétences, qui est passé de mémoire de 189 à 213 centres de compétences. Donc, ça fait au total 253 sites labellisés par le ministère de la Santé et de la Recherche dans la précédente labellisation des centres de référence, qui est publiée donc en décembre 2023. Sur nos actions, donc, on a trois axes pour toutes les filières. Donc, le premier axe soins, on participe donc activement aux préindications du séquençage très haut débit du génome entier. Donc, on a 5 préindications dans la filière qui sont disponibles sur le site du PFMG 2025. Et on a une nouvelle préindication qui arrive, qui a été validée en 2024 sur les SHE corticorésistants et ou clonaux inexpliqués. Donc, vous avez tous les arbres décisionnels qui sont disponibles sur le site internet. Ça passe en RCP et ensuite, ça va sur les 2 plateformes nord et sud en fonction de votre localisation. On aide les centres de référence à rédiger les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, qui sont les recommandations nationales de prise en charge des patients maladies rares. Donc, vous avez 13 PNDS qui sont publiés au sein de la filière Marie, que vous avez à disposition sur la table d'émargement. Donc, n'hésitez pas à les récupérer. Ça part généralement très, très vite. Et sinon, on a un QR code aussi qui vous permet d'avoir les PNDS directement par courrier. Donc, on a 10 PNDS également qui sont en cours, dont 2 qui sont en cours de publication au sein de la HAS. Donc, ils vont paraître très prochainement, mais on les a déjà, pour la HAI adulte, on l'a déjà sur la table. Donc, si vous voulez le prendre en avant-première. Sinon, neutropénie chronique, donc c'est en cours de publication, et les autres sont en cours de rédaction. Donc, nous, on aide financièrement les centres de référence dans ces rédactions qui sont très, très chronophages. Ensuite, on participe aussi aux réunions de concertation pluridisciplinaire de nos centres, avec notamment Alexandre, que vous avez vu sur la table d'émargement, qui participe à au moins 5 RCP dans la gestion donc, de ces RCP. On a un outil numérique qui permet donc de sauvegarder, de tracer tous les dossiers de RCP, qui est bien mieux que par email ou par téléphone. Et ça, c'est mis à disposition de l'ensemble de nos centres de référence. On a aussi des RCP d'urgence, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir toutes les infos sur les RCP. On a également des cartes d'urgence pour les patients qui sont distribuées par nos centres de référence et centres de compétences essentiellement. Donc, on a 14 cartes d'urgence sur les différentes maladies que vous voyez là. C'est des recommandations à faire ou à ne pas faire en cas de situation d'urgence. Donc, les patients sont censés l'avoir tout le temps sur eux. Juste, la maladie de Kestelman et histiocytose sont des patients en fait traités comme les autres. Donc, ils n'ont pas de carte d'urgence spécifique. Et enfin, on est très heureux de vous communiquer qu'on a notre première application patiente disponible sur les Apple Store et Google Play. Donc, la première application, c'est sur les mastocytoses et SAMA. N'hésitez pas à y jeter un œil parce que de toute façon, on voudrait répliquer cette application pour l'ensemble des maladies de la filière. C'est un peu le carnet de bord du patient, donc c'est à lui, ça lui appartient. C'est pas transmis à son médecin. Voilà, il n'y a rien sur le cloud, c'est uniquement sur son téléphone. Et donc, ça lui permet de rajouter des rappels pour ses traitements, pour ses rendez-vous, la photocopie de sa carte vitale, la photocopie aussi de sa carte d'urgence. Donc voilà, ici, il a des symptômes, il peut le noter sur son calendrier. Tel jour, j'ai eu tel symptôme, de telle intensité. J'ai fait une numération, etc. Il peut tout rajouter. Et puis comme ça, pour son prochain rendez-vous, ça lui facilite, au lieu d'avoir noté tout ça sur un bout de papier, ça lui facilite son prochain rendez-vous pour se rappeler de tous les éléments qu'il devait transmettre à son médecin. Donc il y a plein d'évolutions encore possibles. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'application.
Et comme l'avait dit Michel, on donne des formations pour nos centres de référence et centres de compétences et associations de patients pour qu'ils puissent faire des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc il y a 2 niveaux. Il y a un niveau 1 qui permet d'être intervenant dans un atelier de l'ETP, ou le deuxième niveau, coordonner un programme ETP qui est nécessaire dans une équipe hospitalière pour pouvoir soumettre son dossier à l'ARS. Il faut au moins avoir une personne de niveau 2. Donc on a fait plusieurs formations et il y a une nouvelle formation à venir de niveau 1 en septembre et octobre, avec une partie aussi e-learning. Normalement tous les responsables de centres de référence et centres de compétences ont reçu un mail de ma part pour inscrire ces équipes. Et ensuite, sur l'ETP, on a ouvert tout récemment une bourse pour les nouveaux programmes ETP. Donc si vous voulez vous lancer dans la création d'un programme ETP, n'hésitez pas à candidater. Donc c'est 30 000 €, 50% au début et 50% à la déclaration ARS à la fin. Et donc les dossiers sont disponibles. J'ai envoyé également par email, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelconque information, à nous écrire un mail à contact@marie.fr. Sur la communication, donc on est très très actifs, notamment avec une journée annuelle comme aujourd'hui, toujours au mois de juin, fin juin, donc l'année prochaine ça sera pareil. Ensuite on fait des journées régionales, donc nos journées régionales se sont transformées en soirées cas cliniques. On a fait donc Bordeaux en avril, c'était la première fois qu'on faisait ça s'est très très bien passé. Et la prochaine, donc ça sera à Dijon le 7 novembre. Donc si vous êtes de la région Bourgogne-Franche-Comté, n'hésitez pas, les inscriptions sont déjà ouvertes et le programme est en cours. Donc ça sera 4 cas cliniques et en fait c'est présenté par des internes ou des jeunes chefs de CCA, des jeunes chefs de clinique. Et le premier, en fait, on vote à la fin pour le meilleur cas clinique et du coup l'interne gagne une inscription au congrès national ou européen de son choix pour un peu stimuler les jeunes médecins. On fait également des journées thématiques dont la prochaine sera sur la dermatologie le 20 septembre, ici même. Donc n'hésitez pas aussi, les inscriptions sont toujours ouvertes, gratuites, avec prise en charge des transports, des trains et avions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a aussi fait de la réa, urgence, génétique. Tout est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et on a des webcasts, des webinaires, du coup, en direct sur Internet. Donc, le dernier, c'était en avril ou mai, qui est disponible aussi sur notre plateforme YouTube. Et le prochain, du coup, ça sera l'année prochaine, parce qu'on en fait un par an. Et vous avez l'ensemble des thématiques sur notre chaîne YouTube. On est présent aussi au congrès de nos spécialités importantes de la filière, donc c'est l'hématologie et la médecine interne notamment, avec des sessions Marie. Et on a aussi un stand Marie. On est présent également au niveau de la CHIP, donc hémato-immunopédiatrie. Pour ce qui est des congrès et des jeunes, on envoie des internes reporters à chaque congrès, donc EHA, ESID et LASH juste après. Donc leur but, c'est de couvrir l'ensemble des présentations maladies rares, immuno-hémato phares importantes de chacun de ces congrès et de faire l'interview de nos médecins experts qui sont présents à ces congrès. Donc là, on a récemment publié les interviews de l'EHA, donc c'est également sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez les visionner, donc c'est sur PTT, PTI et HPN. Et puis les ID, là on vient juste de fermer les candidatures et on va se réunir ce soir pour décider les 3 internes qui partiront à l'ESID. Bon, ils vont pas très loin, ils vont à Marseille cette année, mais déjà ça. Et ensuite, alors là, beaucoup plus loin, parce que ça sera San Diego en décembre. Là aussi, les candidatures vont être ouvertes cet été pour rendre les dossiers au plus tard le 29 septembre. Donc n'hésitez pas à transmettre à tous les internes de vos services pour qu'ils puissent candidater ce CV, lettre de motivation, avec notification aussi s'ils ont des abstracts qui ont été soumis à ce congrès. Et là, on se réunira donc début octobre pour valider les internes qui partiront. En plus de faire les interviews sur place, ils feront aussi la soirée post-H qui a lieu en janvier. Donc ils feront aussi des PowerPoint très rapides sur chacune des pathologies.
Le MOOC Marie, donc là, c'est un enseignement sur l'ensemble de nos pathologies de la filière, gratuit sur CV, lettre de motivation. On est à plus de 600-700 médecins et internes formés aux maladies rares immunohémato, en plus francophones. Donc on a des médecins et des internes de Belgique, de Suisse, de l'Afrique, Canada, donc vraiment un peu partout. Donc c'est génial, ça marche très très bien et surtout on les actualise. Donc c'est Alexandre aussi qui s'occupe de l'actualisation de ces cours en fonction des nouveautés thérapeutiques ou diagnostiques, etc. Donc n'hésitez pas à partager également. L'ensemble est totalement gratuit. Et ensuite, pour les patients, mais aussi les médecins traitants ou les MDPH, enfin tout le monde, grand public, on a fait des vidéos explicatives de chacune des maladies de la filière avec le médecin du centre de référence et le témoignage d'un patient ou d'un parent de patient atteint par la maladie rare. Donc ça aussi, c'est disponible sur YouTube avec vraiment beaucoup de vues. Et on les a aussi sous-titrés en anglais pour que l'information soit accessible vraiment partout dans le monde. Et enfin, donc sur la com, on fait aussi des bourses pour les projets des associations un peu innovants et qui méritent du soutien de la filière. Donc c'est 10 000 € par bourse. Et d'ailleurs, vous allez en avoir quelques-uns tout à l'heure qui vont être présentés, qui ont été soutenus par la filière. Donc c'est chaque année, on soutient trois projets de 3 associations différentes. Et enfin, dans l'axe recherche, très rapide, on a des bourses aussi de recherche, donc pour vos labos, etc. C'est autour des pathologies, bien sûr, de la filière Marie. Cette année, en plus, on a augmenté à 20 000 € par bourse. Généralement, c'est 3 projets, mais parfois, on en attribue un 4e en fonction de la qualité des dossiers. On a de très, très bons dossiers chaque année. Et c'est ouvert à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 septembre. Tout est disponible sur le site internet, mais sinon, encore à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@marie.fr. Et vous aurez aussi donc l'avancement des projets soutenus l'année dernière, tout à l'heure après la petite pause. Et enfin, le Save the Date, vous l'avez aussi donc, dans vos tote bags, vous l'avez dans l'agenda du site internet Marie. Vous avez toutes les journées nationales annuelles des centres de référence. Donc là aussi, c'est inscription gratuite, donc n'hésitez pas. Souvent, parfois en hybride, depuis le Covid, on est passé pas mal à l'hybride. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez vraiment toutes les infos sur notre site internet. Et enfin, du coup, je vous représente l'équipe. Donc, notre coordonnateur national, c'est le professeur Péfo de la Tour, hématologie greffe, qui est juste à côté. Notre responsable scientifique, c'est le professeur Michel, qui est médecine interne à Henri Mondor. Comme ça, on a nos 2 spécialités à la tête du réseau. Enfin, moi-même en chef de projet. Audrey Obataki, que vous avez vu à l'émargement, qui est notre chargée de communication, partenariat. C'est elle qui tweet, qui fait plein de posts sur les réseaux sociaux. Et donc Alexandre, notre chargé de mission donc sur l'application patient, RCP, etc. Et on a Isabelle Brindel aussi, qui est notre référente essai clinique, recherche, qui peut répondre à l'ensemble de nos centres de référence sur toutes les problématiques administratives notamment et recherche de financement. Et puis on a donc Claudia aussi, que vous avez vu à l'émargement, qui est notre stagiaire en communication. Et la filière s'agrandira très prochainement encore. Et donc voilà, on a les 12 centres de référence, les associations de patients qu'on remercie de participer activement dans la filière et nos partenaires Société Savante. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Amélie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dynamique, on ne pourra pas dire le contraire. J'ai vu ça, c'est incroyable. 6 pré-indications, 13 PNDS publiés, 10 qui arrivent, 10 RCP en cours. Des webinars à n'en pas finir, des journées régionales. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on vous amène le micro, quelque chose qui est très important, vous avez vu, cette année, on emmène des seniors experts à l'ASH, 2 par centre de référence. Ça veut dire qu'on emmène 24 personnes, 24 experts de la filière Marie. Donc communiquez bien au sein de vos réseaux, parce que évidemment qu'on emmène des centres constitutifs, compétences. C'est à vous d'identifier vos experts, mais on en emmène 2 par centre. Voilà, oui. C'était juste une petite question. Vous pensez que les soirées cas cliniques, ça serait envisageable de faire sur des formats mixtes? Parce que étant de Brest, c'est un peu le Far West, c'est un peu compliqué de se déplacer.
Ouais, il faudrait juste qu'on réfléchisse par rapport à l'interactivité, parce que du coup, on fait un vote sur le meilleur cas clinique. Donc, il faut juste qu'on voit comment ça peut se faire. Mais peut-être du coup, c'est le professeur Bonnot qui est présent, qui sera notre parrain pour la prochaine, à voir, à étudier. On peut voir. Ouais, à voir. Après, la Bretagne n'est pas exclue du Tour de France. Oui, oui. On avait fait Rennes, je crois, il y a quelques années, mais peut-être qu'on pourra aller à Brest cette fois-ci. Oui, on a de meilleures crêpes. D'ailleurs, il nous faut un coordonnateur de ces régions, et je comprends qu'on a quelqu'un qui postule. J'ai une question. Comment est-ce qu'on fait en pratique? Moi, j'aimerais qu'on mette en place, enfin, si c'est possible, une formation pour la mise en place du dépistage néonatal généralisé des déficits immunitaires, parce que ça va changer un peu la pratique de pas mal de pédiatres. Est-ce que c'est possible qu'on fasse la demande à la filière pour qu'on fasse une espèce d'échange entre tous les gens qui vont participer sur la plateforme? Sur le dépistage, en plus, normalement, nous, on prend des projets quand c'est commun à plusieurs centres de référence ou que c'est réplicatif ou transversal. Bon, là, le dépistage néonatal est assez particulier parce que du coup, il n'y a que les déficits immunitaires dans la filière qui en bénéficieront prochainement. Mais en soi, on avait, je crois, fut un temps, on avait un financement spécialement sur ça. Je pense qu'on peut en discuter en comité de pilotage. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Oui. Merci. Ouais, comme c'est solo là, je pense qu'on peut faire un truc. Ouais. Juste pour compléter, c'est en fait un sujet qu'on peut vraiment investir dans la filière, parce qu'on est quand même, il faut le dire, des maladies plutôt acquises. Et donc, voilà, ce biais génétique est vraiment pour nous important. Et donc, je pense que ce sera reçu favorablement par le comité de pilotage. Encore bravo, parce que véritablement, toutes ces actions, toutes ces énergies et toutes ces organisations, c'est stupéfiant, parce que j'étais non pas à 1000 lieues, mais assez loin de me douter de l'ensemble de vos activités. Bravo. Et juste une suggestion. En l'état actuel des formations médicales, nous avons actuellement un certain nombre de nos concitoyens ou concitoyennes qui sont en train d'être formés pour être médecins à l'étranger. À peu près 15 000 personnes, vu les difficultés qu'il y a eu dans les concours et vu les numerus clausus. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de votre part une anticipation de façon à ramener au niveau ces médecins qui, pour la majorité, vont revenir en France, à peu près 10 000 sur les 15 000 qui sont formés à l'étranger, pour mieux les informer de ces maladies rares? Oui, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, on peut tout à fait faire la diffusion, la communication et l'exportation de la filière est conseillée, donc il n'y a absolument aucun problème. La difficulté, simplement, c'est d'arriver à mettre ces personnes dans les réseaux. C'est-à-dire qu'elles nous connaissent et donc on arrive à les toucher. Mais bon, après, je pense qu'entre les webinars, entre les réseaux sociaux et tout le reste, on arrive à les mettre. La finalité de cette plateforme d'enseignement digital, le MOOC, pour citer l'acronyme, c'était aussi pour ça qu'on l'avait monté. C'était pour ouvrir à la francophonie et indirectement... si un futur médecin se forme en Espagne, au Portugal ou en Roumanie, Belgique, pour ne pas citer les Canada. pays. Oui, alors Canada, c'est un peu plus compliqué, mais oui, il y en a. Voilà, ils peuvent y avoir accès. Après, on l'a tous vécu, quand on est en 3e année de médecine, on ne sait pas forcément encore ce qu'on va faire quand on sera grand, et encore moins à quelle maladie rare on pourrait s'intéresser. Donc il faut aussi laisser le temps de la maturité, de la maturation. Et on ne va pas cibler des étudiants en 2e cycle sur des maladies rares, sauf si on tombe sur le Olivier Hermine qui se forme au Portugal et dont on sait déjà qu'il va s'investir. Mais voilà, alors, ce n'est pas forcément la formation, c'est l'information. Oui, je comprends. Mais voilà, c'est plutôt c'est en cours de 3e cycle. Et là, pour le 3e cycle, un certain nombre de ces étudiants formés à l'étranger sont déjà revenus sur le territoire.
On fait aussi beaucoup de sensibilisation des médecins de manière générale avec l'ensemble des filières de santé maladies rares. On est présent notamment au congrès de médecine générale, urgentistes, pédiatres. Et on fait vraiment beaucoup d'actions de communication globale, maladies rares, tout confondu, et qui est ouvert aux médecins francophones ou aux internes francophones. Et c'est vraiment une action. Quelle est la coordination aussi avec les infirmières? Parce que les infirmières actuellement en exercice sont à peu près au nombre de 500 000 en France. Et avec les personnes retraitées qui pourraient être impliquées, ça fait une amplification non négligeable. On a aussi fait des journées paramédicales, on fait aussi des journées dédiées, en sachant que pour les infirmières, c'est plus compliqué pour 2 raisons. La première, c'est que, oui, forcément, il faut arriver à les réunir sur un temps de travail, et ça n'est pas simple, et que dans le temps de travail, il faut qu'ils aient accès à des outils de visio, puisqu'on ne peut pas les faire venir, les infirmières ne vont pas se déplacer sur un temps qui n'est pas le temps de travail. Donc du coup, c'est plus compliqué. Mais là aussi, on est en train d'essayer d'avoir des efforts pour arriver justement à faire des visios au moment du temps de travail pour qu'elles puissent avoir des formations sur les maladies rares. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Juste un dernier commentaire. Tu l'as dit, Marc, mais oui, les jeunes sont aussi un enjeu. Parce qu'on voit un certain nombre de nos collègues partir à la retraite qui étaient très investis dans la maladie rare. Et je crois que, comme vous le savez, je crois que c'est un secret de Polichinelle, les spécialités hospitalières attirent moins qu'avant. Et donc, il nous faut aussi travailler pour pouvoir motiver les plus jeunes à prendre la suite et à les investir et faire en sorte qu'ils puissent grandir avec nous avant de, évidemment, nous succéder.